Bonjour honorable, Bonjour, comment allez-vous? je vais bien, Madame Ouyo. Alors, actualité politique de la sous-région au Bénin, l'élection présidentielle au Sénégal a livré son verdict et le cas sénégalais, curieusement, réjouit plein de Béninois parce qu'on a tous suivi tous les micmacs de Macky Sall pour se maintenir au pouvoir. Aujourd'hui, c'est Diomaye Faye, le candidat de Ousmane Sonko, qui devient président de la République. Quelle leçon politique pour la mouvance politique béninoise? Et derrière, est-ce qu'on a raison d'être dans cette euphorie ici au Bénin? Merci, merci de m'interroger sur le cas du Sénégal. Déjà, je voudrais féliciter les Sénégalais et le nouveau président élu, d'accord. Et je voudrais exprimer combien la démocratie s'est exprimée, en fait, de dire combien je suis contente de voir la démocratie s'exprimer jusqu'au bout au Sénégal, parce que nous avons eu quelques frayeurs pendant un moment, étant donné que nous avons tous craint que le retrait du décret convoquant le corps électoral que le président Macky Sall, l'ex-président Macky Sall a effectué, pouvait avoir des conséquences sur la date de tenue régulière des élections. Et là, bon, on se rend compte que malgré les difficultés, les problèmes que nous avons pu observer de loin, les élections se sont tenues à bonne date, en tout cas dans les temps, permettant l'alternance démocratique au sommet de l'État sénégalais. Et nous ne pouvons que saluer cela. Nous saluons cela, vous m'avez demandé, nous devons saluer cela et nous réjouir parce que la démocratie s'est exprimée. Et vous avez demandé si la classe politique béninoise devait en tirer une leçon. La mouvance présidentielle surtout. La mouvance béninoise, oui, écoutez, moi je vais vous dire que, au contraire, la mouvance béninoise et les Béninois devraient être fiers du travail effectué depuis 2019 pour renforcer l'alternance démocratique à la tête de notre État. Au Bénin, en fait, ce qui s'est passé au Sénégal ne se passera jamais, en tout cas plus jamais, tout simplement parce que, pour plusieurs raisons. La première, c'est que depuis 2019, nonobstant ce que l'opposition essaie de faire croire sur la révision de la Constitution de novembre 2019, eh bien, il faudrait que mes concitoyens sachent que cette révision a permis désormais de retirer au chef de l'État l'opportunité de convoquer le corps électoral. Donc, vous avez observé, en fait, c'est passé comme une lettre à la poste. Les Béninois n'ont plus eu à vivre cette interrogation du « le président va convoquer le corps électoral » et ne se sont même pas rendus compte que c'est une avancée notable. Et je voudrais qu'on commence par saluer cela et se rendre compte, s'approprier combien la révision de la Constitution de 2019 a changé le destin de notre peuple et a renforcé la démocratie au sein de notre peuple. Par ailleurs, le deuxième élément qui permet de renforcer cela est ce que nous avons inscrit dans la Constitution qui dit que nul ne peut faire plus de 2 mandats de sa vie. C'est-à-dire qu'au Bénin, la démocratie, l'alternance au sommet de l'État, qui est l'expression majeure de la démocratie, s'exprimera toujours, tout simplement parce que le constituant a jugé nécessaire de renforcer cet alinéa-là et que, quelles que soient les révisions de constitution que nous allons opérer désormais chez nous, cet acquis et ces acquis soient préservés. Ce principal acquis d'alternance démocratique de 2 mandats maximum à la tête de notre pays soit préservé. Donc, nous avons tellement de raisons de nous réjouir parce que pour nous, nous qui avons pris des mesures fortes, qui ont été critiquées, vilipendées, insultées, des mesures fortes pour renforcer l'alternance démocratique, aujourd'hui, nous sommes voir que le peuple béninois, que le peuple de la sous-région, que le monde entier se réjouit de voir cette alternance démocratique au sommet de l'État béninois se faire, eh bien, pour nous, ça nous renforce dans le sens que nous avons bien travaillé. Mais est-ce que vous n'occultez pas un peu le fait que cette alternance démocratique n'aurait pas été ce qu'elle est si le peuple sénégalais, si la classe politique opposée au régime de Macky Sall ne s'était pas levé comme un seul homme. Et donc, du coup, je me dis, oui, il faut se réjouir, mais derrière, il faut aussi regarder chez nous si on laisse s'exprimer les différentes factions du peuple.
Alors, la classe politique se réclamant de l'opposition au Sénégal s'est exprimée. La classe politique se réclamant de l'opposition au Bénin s'exprime. On entend d'ailleurs plus que les acteurs de la mouvance. Ils occupent tous les plateaux télé. Vous les recevez tout le temps. Madame Mouillon, je reçois vos vidéos comme d'autres de vos abonnés. Et on ne peut pas dire qu'elle ne s'exprime pas. Mais tout dépend de ce qu'elle réclame. Aujourd'hui, je voudrais que mes concitoyens posent une question à la classe politique béninoise. Est-ce que l'alternance démocratique au sommet de l'État béninois est préservée et renforcée? Oui ou non? Qui nous dit ça? Je voudrais rappeler que ceux qui animent la classe se réclamant de l'opposition au Bénin sont ceux-là qui ont voulu violer la Constitution en essayant d'imposer ou en nous faisant dire que 39 plus 1 égale à 40 ans ici, pour imposer un candidat à la tête de l'une de nos institutions et nous emmener dans des dérives. Et c'est parce que nous sommes opposés à cela, parce qu'il y a dans cette période-là, que nous avons eu l'opportunité de préserver, renforcer, nous avons compris l'urgence de renforcer ces acquis démocratiques. En réalité, les événements passés pendant les 10 dernières années, de 2006 à 2016, ont permis à la classe politique, se réclamant, étant de la mouvance aujourd'hui, de comprendre que ce soit au Bénin, que ce soit dans la sous-région, l'alternance démocratique au sommet de l'État, chaque fois que l'élection approche est une source de stress pour la population et pour la classe politique. Et comment régler cela? En fait, nous avons fait le job. Nous avons pris les mesures nécessaires pour rassurer le Béninois, le peuple béninois tout entier, pour lui dire que chez nous, ici au Bénin, d'ailleurs, désormais, on ne convoque plus les élections quand on veut, non. La Constitution donne le droit à la Sénat de pouvoir mettre en œuvre l'organisation de la Constitution sans prendre sans attendre que le chef de l'État, le président, le chef de l'exécutif lui en donne l'autorisation ou pas. Donc ça, nous irons aux élections, quelle que soit la part d'État. La Constitution béninoise aujourd'hui a inscrit les dates de tenue des élections. D'ailleurs, c'est un troisième point que je n'ai pas rappelé. La date de tenue des élections au Bénin est désormais inscrite dans les élections. C'est-à-dire que aujourd'hui, tous les Béninois peuvent, en s'asseyant, en prenant leur constitution, dire on aura élection présidentielle, telle date, telle année, telle date, précisément. Ça veut dire que le peuple a réglé cette question-là. C'est des acquis. Ce sont des acquis très forts qu'il faut rappeler. Et je voudrais qu'on demande, que le peuple béninois demande à l'opposition béninoise qu'est-ce qu'elle a contre ces acquis-là. Parce que on devrait... moi, je suis même plutôt inquiète de les voir dans une posture de critique. Du Sénégal au Togo, le Togo qui passe en régime parlementaire, quel est selon vous le sens de ce changement? Est-ce que finalement, pour le président Faure Gnassingbé, c'est tout pour s'éterniser au pouvoir? Alors moi, je ne suis pas du tout dans ce calcul-là. D'abord, je ne suis pas dans ces interrogations-là. Parce qu'il ne m'appartient pas de dire ce qui se passe dans la tête du président Faure Gnassingbé ou dans la tête des élus du Togo ou dans la tête du peuple togolais. Ce que je lis de l'extérieur, c'est que le Togo aujourd'hui a choisi une autre orientation, d'accord? A choisi d'installer un système parlementaire bicaméral, d'accord? À 2 chambres. À partir de ce moment, c'est une orientation politique et vraiment drastique, totalement opposée à ce qu'ils avaient dans la pratique jusqu'à il y a 2-3 jours. Donc, bon, nous allons regarder la mise en œuvre de cela. J'espère tout simplement, tout ce que je peux dire, c'est que j'espère que nous allons observer l'alternance démocratique au sommet de l'État togolais bientôt. Parce que c'est une exigence forte aujourd'hui de nos citoyens dans la sous-région. Quel que soit le peuple, quel que soit le pays, aujourd'hui on se rend compte que on sait que la nouvelle génération et la classe politique jeune aujourd'hui veut de l'alternance à la tête, au sommet de leur pays. Vous voilez la face ou bien... J'espère que nous allons observer cela. Vous voilez la face ou bien vous êtes diplomate quand vous parlez comme ça? Parce que on voit bien que lorsque généralement il y a ce changement de régime, comme il y en a eu,
pour l'homme politique, c'est un nouveau cycle qui commence. Et quand on voit les faits, je ne crois pas que le président Faure Yassimbe ait envie de s'assurer ou de faire une Sincèrement, alternance. je ne saurais le dire. Mais ce qui est certain, c'est qu'au Bénin, lorsque nous avons révisé la Constitution en 2019, nous avons non seulement renforcé les acquis démocratiques, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en termes d'alternance au sommet de l'État, et plus personne ne peut les toucher. Désormais, on ne peut pas faire plus de 2 mandats de sa vie au Bénin. La convocation du corps électoral n'est plus la prérogative du chef de l'État. Donc, c'est la Sénat librement met en œuvre son agenda de convocation du corps électoral. Et pour terminer, désormais, les dates des élections sont connues au Bénin. Alors, non, j'ai pas terminé. Donc, nous avons fait ça au Bénin. Et lorsque nous avons fait ça, pour faire ça, il a fallu réviser la Constitution. Et pour garantir chez nous que cette révision ne va pas prêter à confusion, nous avons inscrit que nous ne sommes pas en train de remettre le compteur à zéro pour qui que ce soit, que nous ne sommes pas dans une nouvelle république. Alors, si les gens choisissent de faire autrement, voilà, moi, la seule chose que je peux dire, c'est observer combien la démocratie est forte au Bénin, combien les acteurs de la mouvance depuis 2019, depuis la 8e législature, depuis même la 7e législature, ont pris les responsabilités fortes pour ancrer la démocratie dans les pratiques au Bénin. Nous allons continuer à donner des leçons à la sous-région, je vous assure. Alors, puisqu'on parle déjà du Bénin, le code électoral, on sait, madame, de long en large étendu sur les innovations contenues dans les modifications apportées, à travers moult interviews, moult interventions télévisées et tout. Mais, docteur Fagla, la classe politique opposée au régime de M. Patrice Talon parle d'exclusion à tous égards. On appelle même ce nouveau code électoral le code de l'exclusion. Cette classe politique, l'opposition, clame de toutes ses forces que le code électoral sera relu avant 2026. Est-ce que pour la cohésion sociale, on peut espérer que le code électoral sera relu pour plus de facilité ou plus de consensus au sein de la classe politique? Alors, qu'est-ce qu'on appelle cohésion sociale? Je voudrais rappeler à l'opposition béninoise, aux acteurs de l'opposition béninoise et aussi à nos concitoyens que désormais, c'est à travers leurs cotisations que les partis politiques ont le financement nécessaire pour animer le débat, n'est-ce pas? Le débat public. Et que la classe politique de l'opposition aujourd'hui bénéficie de ces avantages-là octroyés par le peuple à travers la 8e législature, n'est-ce pas? Et rappelez que dans l'histoire, cette classe politique nous a habitués à ne pas vouloir respecter les textes et à jouer le rôle de pyromane, pompier, pyromane, pompier. Je ne dis pas pompier, pyromane, hein. Je dis pyromane d'abord, pompier, pyromane et pyromane, pyromane, pyromane. En 2019, cette même classe politique, certains de ces acteurs ont refusé de se conformer aux tests, d'accord, issus de la 7e législature pour constituer les grands partis politiques. Et les partis qui ont réussi à le faire ont été aux élections, ont gagné les élections. Et cette classe a essayé de mettre ce pays à feu et à sang, à armer des jeunes pour aller contester. Pour au final se conformer, n'est-ce pas, après 2020, vers 2021, aller aux élections et nous montrer qu'ils ont été capables de lever 28 députés. Ce que je voudrais que le peuple béninois leur rappelle, c'est que lorsqu'ils se sont enfin décidés à se conformer aux tests de la 7e législature, à la charte des partis politiques, ils ont obtenu 28 députés aujourd'hui et ils sont même financés par le truchement de nos cotisations pour animer le débat public. Qu'est-ce qu'on leur demande? Ils parlent d'exclusion. La première chose qu'on leur demande, au lieu de recommencer ce qu'ils ont fait il y a quelques années, c'est de se mettre sur le terrain, d'armer leurs militants pour conquérir la voix des Béninois.
Et dire aux Béninois leur dire d'abord à cette classe de l'opposition que les Béninois ont le droit d'être exigeants à partir du moment où c'est eux qui financent aujourd'hui l'animation du débat public, que c'est eux qui financent les partis politiques que nous sommes. Je devrais dire au peuple béninois que c'est à lui-même de rappeler aux différents partis que désormais, pour ce que le code électoral dit, c'est ça même l'inclusion, c'est ça même la cohésion sociale. C'est que pour dire que vous êtes parti politique aujourd'hui au Bénin, pour dire que vous allez bénéficier du financement public, c'est que le peuple vous a sanctionné de façon positive aux différentes élections afin que vous puissiez et vous donne droit à avoir des élus aux élections communales et aux élections législatives. Si vous avez ça, si vous réussissez à avoir ça, à convaincre suffisamment de Béninois pour avoir ça, vous pouvez dire que vous êtes digne de ce peuple et vous avez accès au financement public. Et qu'est-ce qu'on dit? Que pour dire que vous êtes représentatif du peuple, qu'il faut seulement, si vous prenez 10 Béninois, que vous leur apportez votre parole, que 2 sur les 10 lèvent la main et disent que nous vous donnons une légitimité pour aller nous représenter, pour parler à notre nom. Et à partir de ce moment, nous vous octroyons le financement nécessaire pour pouvoir faire le boulot. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Et je trouve même que c'est gênant, c'est honteux que l'opposition rentre dans ce schéma-là tout de suite. Tu n'es pas responsable. Et on n'a même pas encore été aux élections. Les élections sont dans 2 ans. Et je voudrais dire à nos concitoyens qu'aucun des 3 partis politiques, aucun des partis politiques de la mouvance, des 2 partis politiques de la mouvance aujourd'hui, l'Union progressiste de renouveau et le Bloc républicain, si on avait été aux élections législatives avec ce code-là en 2023, n'aurait eu les députés nécessaires ou les élus nécessaires. Et qu'est-ce que nous avons commencé à faire? Nous avons commencé à aller sur le terrain directement pour convaincre davantage de Béninois. Ce code veut dire quoi? Que, en réalité, nous serons obligés de prendre en compte toutes les catégories socio-professionnelles de ce pays, toutes les couches de notre pays, que ce soit les femmes, que ce soit les enseignants, que ce soit les jeunes, que ce soit les plus âgés, que ce soit les artisans. Nous ne pouvons laisser aucune catégorie en marge. Nous devons aller convaincre tout le monde. Nous devons obtenir l'adhésion à notre projet de société de 2 Béninois sur 10 par circonscription. Ça, c'est cela. S'il s'agit de d'exclusion par rapport aux élections législatives et communales qui vont arriver. Ils ne sont pas exclus. Tous les partis politiques iront aux élections. Régulièrement enregistrés iront aux élections. Mais les élections, c'est une compétition. On veut tous se dire au peuple béninois combien nous sommes les plus légitimes pour les représenter, combien nous sommes les plus dignes de leur confiance. Et donc pour leur montrer que nous sommes, pour que le peuple béninois nous démontre que nous sommes dignes de sa confiance, il faut que sur 10, 2 nous donnent son avis favorable. Ce n'est pas beaucoup. Et j'espère d'ailleurs que les prochaines générations seront davantage exigeants, demanderont plus aux partis politiques en termes de taux de suffrage exprimé avant de pouvoir dire qu'on les représente. Voilà, Madame Bouillon. On a remarqué qu'il n'y a pas eu de disposition favorisant, au niveau du code électoral modifié, qu'il n'y a pas eu de disposition favorisant la femme, ou bien, ou pour mieux dire, améliorer la représentativité de la femme au Parlement. Est-ce que, vous n'aimez pas quand je le dis de cette façon, est-ce que c'est un premier échec pour les femmes représentées en grand nombre aujourd'hui au Parlement, à l'Assemblée nationale? Alors déjà, je voudrais encore une fois rappeler au peuple béninois et à toutes les classes politiques, notamment celles de l'opposition, que c'est grâce à cette révision de la Constitution de 2019 que nous avons amélioré la représentation du peuple par les femmes au Parlement. Il est important de le rappeler parce que nous avons une tendance à ne pas voir tout ce que cette révision de Constitution de novembre 2019 a apporté de positif dans notre nation. Donc je voudrais qu'on se rende compte de cela. Et ça nous permet aujourd'hui d'être encore plus exigeants, de dire que nous voulons davantage de représentation du peuple par les femmes, notamment au communal prochain. Écoutez, pour ce genre de discussion, il y a plusieurs étapes, plusieurs paliers, d'accord? Oui. Et la classe politique aujourd'hui est convaincue qu'il faut cela. Est-ce que
les dispositions n'ayant pas été prises par les tests tout de suite empêchent les partis politiques de positionner des femmes aux élections communales. Non, c'est une question de volonté politique et ça peut se faire au sein des partis politiques déjà. Il est vrai que l'avantage des tests, c'est que ça contraint, ça oblige et ça permet de ne pas accepter les excuses. Mais je voudrais dire que s'il n'y a pas d'échec en la matière, puisque ce débat est là depuis un certain temps et que, y compris lors de l'amendement du code électoral en faveur des femmes pour les élections législatives, nous avons évoqué cette question-là. Et la seule chose qui a fait, c'est que nous n'avons pas réussi à nous convaincre entre nous de la capacité des partis politiques à mettre cela en œuvre aisément. Et nous allons commencer au sein des partis politiques déjà à faire le travail à partir des prochaines élections. Et si nous y arrivons, nous allons inscrire ça favorablement dans les tests. Vous savez, une femme minimum par circonscription, c'est plus facile qu'une femme minimum par arrondissement pour les partis politiques. Il s'agit de 3000 candidats pour les élections communales à raison de plus de 540 arrondissements. Donc le challenge n'est pas le même et les partis politiques vont se préparer dernièrement à travers les cellules. Je voudrais rassurer les militants de l'Union progressiste de renouveau que chez nous ça se passera autrement parce que nous avons veillé à avoir d'abord déjà la représentation du peuple dans nos cellules à travers le nombre le pourcentage des militantes dans chaque cellule. Donc nous avons obligé chaque cellule à fournir 30% de femmes dans leur bureau. À partir de ce moment, ces femmes en tant que militantes seront remarquées et auront leur place lors des positionnements prochains, que ce soit pour les législatives que pour les communales. Donc chez nous, à l'Union progressiste de renouveau, nous allons nous battre en interne pour améliorer la représentation du peuple par les femmes dans toutes les instances électives, que ce soit l'Assemblée nationale ou dans les élections communales. Docteur Seda Mimele Faglar, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous.